Quand on pense agrumes, on imagine tout de suite le soleil, l'Italie, l'Espagne, le citronnier sur la terrasse, l'orange égorgé de chaleur. Mais et si cette image était un peu dépassée? S'il existait en fait tout un monde d'agrumes qui n'ont pas peur du froid? Un univers qu'il est non seulement possible de cultiver ici, chez nous, en pleine terre, mais qui est même déjà en plein essor. Ah, le rêve. Cueillir son propre citron, sa mandarine, directement sur l'arbre, dans le jardin. C'est une image qui fait envie, hein. Mais voilà, la réalité nous rattrape vite. Dès qu'on pense à l'hiver, au premier gel, paf, le rêve s'écroule. C'est vraiment l'obstacle numéro 1, celui qui a l'air insurmontable. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un petit programme en 4 temps. D'abord, comment les protéger du froid, c'est la base. Ensuite, on va découvrir des variétés complètement dingues. Puis on parlera de leur saveur, et là, il y a des surprises. Et on finira avec une technique un peu magique, le greffage. Bon, on attaque tout de suite avec la première partie, protéger du froid. C'est simple, avant même d'imaginer récolter un fruit, il faut que la plante survive. Et son plus grand test, c'est souvent le tout premier hiver. C'est vraiment le point de départ de toute l'aventure. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chiffre sur le thermomètre, ça ne fait pas tout. Loin de là. Un -5 degrés, par exemple, eh bien, s'il fait très humide ou s'il y a un vent glacial qui souffle, les dégâts seront bien pires qu'un -5 degrés sec et sans vent. Et il y a d'autres pièges. Si la plante est en pleine pousse, elle est beaucoup plus fragile. Pareil si le gel s'installe pendant plusieurs jours d'affilée sans que ça dégèle un peu la journée. Tout ça, ce sont des facteurs qui aggravent la situation. Ok, attention, il y a 2 erreurs classiques à éviter à tout prix. La première, c'est le réflexe de rentrer sa plante en pot dès octobre, bien au chaud dans la maison. Erreur, le choc thermique, l'air sec du chauffage, c'est souvent fatal. La bonne solution, la laisser dehors le plus longtemps possible en la collant contre un mur de la maison pour profiter du microclimat. La deuxième erreur, c'est d'oublier d'arroser une plante qui est à l'abri. On se dit c'est l'hiver, elle dort. Mais non, ses feuilles continuent de transpirer. Elle a toujours besoin d'un peu d'eau, juste pour que la terre reste légèrement humide. Ah, le fameux voile d'hivernage. Alors là, il y a une technique à connaître. L'erreur, c'est d'emballer la plante comme une grosse sucette. Non, non, non. Le secret, le point crucial, c'est de faire descendre le voile jusqu'au sol et de le coincer avec des pierres. Pourquoi? C'est simple. La terre, même en hiver, dégage un peu de chaleur. Et en fermant le voile en bas, on va piéger cette chaleur. On lui crée une sorte de petite tente. Et bien sûr, dès que la vague de froid est terminée, hop, on enlève tout pour qu'elle respire. Bon, soyons clairs, le voile d'hivernage, ce n'est pas une solution miracle. Même avec plusieurs couches, ça a ses limites. Ça peut faire gagner quelques précieux degrés. C'est super efficace jusqu'à, disons, -4, -5 degrés. Mais si la météo annonce un -10, là, le voile ne pourra rien faire. Il n'a pas le choix. La seule solution, c'est de rentrer la plante à l'abri. Dans un garage, une cave, un endroit non chauffé, mais hors gel. Juste le temps que cette vague de froid passe. Ok, maintenant qu'on a vu les bases pour que nos plantes ne meurent pas de froid, on passe à la partie la plus excitante, la découverte. Parce qu'une fois qu'on a maîtrisé la survie, c'est là qu'un monde fascinant s'ouvre à nous. Un monde qui va bien au-delà du simple citron jaune qu'on trouve au supermarché. Et cette phrase de Mathieu Bessières, un pépinériste passionné, elle résume tout. Il dit « On en goûte tous les ans des nouvelles ». Ça montre bien que ce n'est pas un domaine figé, c'est une exploration permanente. Parfois, c'est juste un croisement qui se fait par hasard dans un verger et paf, ça donne naissance à un fruit complètement inédit. Alors, concrètement, si on veut se lancer, on commence par quoi? Eh bien, quand on demande aux experts ce qu'ils conseilleraient pour des régions comme le nord de la France ou la Belgique, il y a quelques noms qui reviennent tout le temps. Le mandarinier Kerachi, super rustique, le fameux yuzu bien sûr, les mandarines Satsuma délicieuses, le kumquat changshu, et puis un citron étonnant, le citradia, qui peut encaisser jusqu'à -12 degrés. Bon, on sait comment les protéger, on sait quoi planter. Maintenant, parlons de la meilleure partie, le goût. Parce que c'est là la vraie surprise. On s'attend à un goût de citron, de mandarine, mais on va découvrir des profils aromatiques d'une complexité incroyable, des choses complètement inattendues. Juste avant de plonger dans les saveurs, un petit mot de vocabulaire super important, l'albédo. Vous voyez la peau blanche, un peu spongieuse entre le zeste et la pulpe? C'est ça. On nous a toujours dit que c'était amer. Eh bien, oubliez ça. Sur beaucoup de ces agrumes un peu spéciaux, l'albédo est non seulement comestible, mais il est carrément délicieux, parfois même sucré. Pour un fruit comme le cédrat, c'est quasiment la seule chose qu'on mange. Regardez ça, ça illustre bien la diversité. Prenons 3 exemples.
D'abord, le Keraji, super résistant, moins 14 degrés. Ce qui est génial, c'est qu'on peut l'utiliser vert pour la cuisine ou mûr comme une mandarine douce. Ensuite, un ovni, l'US 119, aussi résistant, mais alors le goût, tenez-vous bien, mangue et fruit de la passion. Oui, oui, un goût tropical sur un arbre qui résiste au gel. Et pour finir, un hybride, le Yuzu numéro 30. Là, c'est son zeste qui est une œuvre d'art. Écoutez un peu comment les experts le décrivent. Des notes de pollen d'hiver. Le nez d'une bruyère blanche. C'est incroyable, non? On n'est plus du tout dans « ça a un goût de citron ». Là, on parle le langage de la parfumerie. Ça donne une idée de la complexité qu'on peut trouver dans ces fruits. C'est vraiment surprenant. Allez, on attaque la dernière partie, peut-être la plus fascinante, l'art du greffage. Alors, ça peut faire un peu peur, on a l'impression que c'est un truc réservé aux pros. Mais en fait, c'est l'outil ultime. C'est ce qui permet de passer du statut de simple jardinier à celui de créateur. Oui, carrément, créateur d'arbres sur mesure. Mais alors, la question est simple. Pourquoi on se complique la vie à greffer? Après tout, on pourrait juste planter un pépin et attendre, non? Eh bien, la réponse est absolument fondamentale si on veut réussir à cultiver des agrumes dans des climats froids. En fait, le greffage, ça repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la garantie. Un greffon donnera exactement les mêmes fruits que la plante d'origine, alors qu'un pépin, c'est la loterie. Le deuxième, et c'est le plus important pour nous, c'est la résistance. On prend un porte-greffe super costaud qui n'a pas peur du froid et on vient y greffer la variété qu'on aime. Et le troisième pilier, c'est le plus fou, le porte-greffe influence le goût. Il peut amener une petite touche d'acidité qui va créer un équilibre parfait et rendre le fruit encore meilleur. Voilà tout le pouvoir du greffage. C'est vraiment un acte de création. On ne se contente plus de planter, on assemble. On prend le meilleur de deux mondes. D'un côté, la résistance au froid et de l'autre, la saveur exceptionnelle. On fabrique son arbre idéal, sur mesure. Alors, on a fait le tour, on a vu comment assurer la survie des plantes, on a entrevu un monde de variétés et de saveurs complètement dingues et on a compris comment, grâce au greffage, on peut créer son arbre parfait. Finalement, le champ des possibles est immense. La seule question qui reste maintenant, c'est quelle saveur unique, quel parfum incroyable va bien pouvoir naître de cette nouvelle aventure.